Moi, je passe le micro à Emmanuela Fouchereau, qui est une jeune ancienne chercheuse recrutée aujourd'hui à Dijon. C'est son intérêt, c'est l'histoire des sciences, mais aussi l'enseignement, la didactique des sciences, qui est membre du CIMEOS, qui a aussi joue un rôle important dans l'organisation de ces journées. Ça se poursuit demain, je le rappelle. Et puis voilà, donc on a quoi, 4h30. Il faudrait vraiment qu'on se tienne à ce timing. Hein, c'est qu'on essaie une petite heure, 4h30, 5h30, pour qu'ensuite, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou ne le savent plus, qu'ensuite ceux qui le souhaitent, j'espère que vous serez nombreux, on repart vers le bas du campus à l'Athénéum, qui est le centre culturel de l'Université de Bourgogne, on a au menu une lecture, un spectacle, donc, avec un acteur, comédien, Martin Damier, qui nous attend pour 18h, c'est pile. Donc voilà, il nous faut un petit quart d'heure pour descendre au bas du campus. Donc on finit à 5h30 pour avoir le temps d'y arriver tranquillement. Une lecture qui va durer à peu près 45 minutes à 50 minutes, ce qui laisse le temps, donc avant 7h, qui laisse le temps à ceux qui sont venus en train de Paris de repartir tranquillement en fin d'après-midi, en début de soirée s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de souci de timing. Voilà, donc Emmanuela, et puis voilà, c'est le temps du débat avec les gens qui sont là. Merci Eric. Donc face aux présentations qui ont été réalisées tout à l'heure, les interventions de Lionel Maillot et Baudouin Jourdan sur la vulgarisation et l'éclairage apporté par le professeur Jourdan, j'aimerais maintenant que l'on puisse discuter, puisqu'il semblait émerger donc finalement des questionnements sur vulgarisation scientifique ou encore vulgarisation de la recherche. On en était un petit peu arrivé à cette étape. Donc des questionnements qui foisonnent, je pense. Je vais peut-être me diriger vers le public pour demander si déjà vous avez des questions qui sont conséquentes déjà aux présentations, aux interventions de Lionel ou de Baudouin Jourdan de tout à l'heure, puisque nous n'avions pas eu le temps pour ensuite rentrer de façon plus détaillée dans ce débat sur vulgarisation scientifique, enjeux, intérêts majeurs, etc. Donc, je laisse la parole déjà à l'Assemblée si des questions se... C'est plutôt, Lionel, tu l'as dit tout à l'heure, je n'emploie pas le terme de formation, j'emploie le terme d'accompagnement, d'entraînement. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que ça m'intéresse. Oui, j'ai oublié de préciser, mais vous l'aviez un peu dit. En fait, on emploie le mot entraînement parce qu'au début, je disais formation sans trop de déformation. Parce qu'on ne veut pas que les chercheurs deviennent des communicants parfaits ou des animateurs scientifiques. Je pense que pour faire de l'animation scientifique, les meilleurs, c'est les animateurs scientifiques. Donc les chercheurs, on leur donne un cadre, on regarde, on pense parfois à quelques attitudes, on donne quelques ficelles. Mais il ne faut pas se transformer au monsieur loyal dont je parlais ce matin, parce qu'en faisant une étude sur les médiateurs du Palais de la Découverte, j'avais un peu défini deux personnages typiques, soit le monsieur loyal, soit le monsieur, alors je ne sais plus trop ce que je disais, scientifique qui se questionne. Et donc, on ne veut pas que les chercheurs deviennent des monsieur loyal, super animateurs, showman, etc. Alors, certains le sont un peu. Si vous venez samedi, il y a Grégoire Courtine qui est un showman, mais il y a Olivier Sapin qui était un mathématicien timide et qui attirait autant, même avec ses hésitations, comme on le disait. Et puis les gens viennent voir des personnes. Au début, on se demandait est-ce qu'on met des blouses, etc. Non, pas de t-shirt expérimentarium. Donc voilà, c'est aussi la personnalité qui est importante. Et donc, il ne faut pas la noyer derrière. Puis de toute manière, c'est des gens qu'on ne va pas non plus tant... ça serait un peu utopiste, pas forcément dans le bon sens, de se dire qu'on va les transformer complètement. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir là-dessus, puisque tout à l'heure, vous donniez, c'est la question que je me pose, est-ce que ça donne un biais aussi la formation? Vous disiez tout à l'heure, ce qui m'a manqué un tout petit peu dans ce que j'ai vu, c'est justement finalement un peu la spontanéité
spontanéité ou du chercheur qui se questionne en fait, vous disiez, qui s'interroge encore. Alors est-ce que la formation, si on rentrait vraiment dans une formation, du coup ça couperait ça, ou pourquoi est-ce que vous avez un peu pointé ça du doigt? Est-ce que vous pouvez le développer pour répondre un petit peu sur cet aspect? Moi je disais simplement que c'était un peu léché, hein, que c'était un peu trop parfait. Ils sont là 20 minutes, le timing est absolument professionnel. Non, mais oui, il faut, et en même temps, pour les échanges humains, alors avec les enfants, je trouve que c'est assez adéquat et approprié, mais avec un public d'adultes, j'ai l'impression que le fait de se rendre compte que le chercheur n'a pas tout résolu, qu'il a encore des interrogations, c'est-à-dire, et que ces interrogations sont encore à l'origine de sa passion de chercheur, ça c'est quelque chose qui passe dans le public, à mon avis très bien, beaucoup plus qu'un discours complètement formaté, bouclé, et qui devient un peu spectacle. C'est ça que je voulais dire, hein. Pour les journées grand public, on fait quelque chose qui fonctionne pas mal, c'est que quand les ateliers sont terminés, les chercheurs sont disponibles et on met l'espace cafette pour varier aussi, pour qu'il y ait de l'informel. Là, ça fonctionne pas trop, là, le petit coup de boire un coup avec les gamins, mais c'était aussi ça. C'était si jamais il y en avait un, de reprendre un petit moment informel aussi. On cadre, mais essayons de cadrer l'informel, mais non de laisser un espace à l'informel, parce que ça, oui, effectivement, c'est important aussi. Et bon, des fois, moi, dans les meilleurs souvenirs des expérimentariums, c'est souvent les fins de journée grand public où les gens restent et les discussions continuent, quoi. Merci. Une autre question, Daniel Richard, et puis après. Oui, c'est pas une question, mais c'est la mise en relation à la fois des deux, quoi. L'expérimentarium comme expérience et la parole qui est libérée, j'en sais rien, mais enfin qui est l'aspect principal de l'expérimentarium. Et quand on le regarde bien, quand on l'a construit, on a tout fait par rapport à ça. Parfois d'ailleurs sans s'en rendre compte, parce qu'on était avec Lionel plutôt le nez dans le cambouis. Mais par exemple le lieu. Au début, je me souviens que je m'étais opposé à Gilles Bertrand, gentiment toujours, mais on s'était opposé. Gilles nous demandait de faire un lieu. Et il voulait même penser un lieu spécial. On aurait fait un bâtiment, peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. En tout cas, on cherchait des lieux dans l'université qui seraient réservés à ça, quoi. Et puis assez rapidement, avec Lionel, on s'est dit non, ça ne peut pas fonctionner. Le lieu, ce sera toute l'université. La première session de l'expérimentarium, c'était dans un laboratoire de physique. Après, on est monté en chimie, on a fait en biologie, je ne sais plus trop où. Et puis, finalement, on le fait ici. Alors, on a évidemment un lieu dédié, mais c'est un lieu de recherche. Et on a vu l'efficacité de ça dès le début, parce que très rapidement, les gamins qui venaient disaient « mais ça, c'est pas ton labo, je vais aller voir ton labo », ou bien « je voudrais aller voir un amphi ». Les conséquences, si je puis dire, de cet aspect de la question, c'était que les enfants posaient d'autres questions sur cet aspect. Ils commençaient à se libérer de ce point de vue-là. Sur le deuxième point où Lionel était intervenu, tu as dit tous les ans, alors évidemment, beaucoup de gens ont senti que c'était difficile tous les ans de remettre, par exemple, l'histoire des doctorants, de tous les ans les contrats, rediscuter. En réalité, je me demande si c'est pas bien, si c'est pas plutôt positif d'avoir eu des obstacles. Parce qu'à chaque fois qu'on avait des obstacles, on était obligé de se battre, nous, et de discuter. Et ça a permis aux gens de connaître mieux ce qu'on faisait, de venir. Ouais, je sais bien que tu n'es pas d'accord, mais je ne dis pas qu'il faut toujours être confronté à des obstacles. Mais en même temps, dans certains cas, ça permettait de relancer la machine, de rediscuter et de faire ce qu'on dit souvent, c'est que le bouche à oreille permet quand même de lancer. Ça a permis à la communauté universitaire de l'université, peut-être de plus de l'Université de Bourgogne, peut-être de mieux se rendre compte de tout ça. Et qu'à chaque fois qu'il y avait des discussions, des problèmes, je ne les souhaite pas tous, mais au moins ça fait parler, attention, il y a un problème, et à un certain moment, on peut taper sur le poing sur la table et avoir éventuellement un poste d'ingénieur d'études. Le troisième point, toujours sur les discours, c'était la pluridisciplinarité. On a la chance d'être une université pluridisciplinaire. Et au début, il n'y avait que des chimistes et des physiciens. On est allé voir du côté des sciences humaines, on a commencé à avoir des gens qui travaillaient en histoire de l'art et autres. Et là aussi, ça libérait du discours, parce que les étudiants entre eux ne se connaissaient pas.
Alors je ne vous dis pas de temps en temps qu'il y avait des étudiants garçons qui regardaient les étudiants filles autrement parce qu'ils venaient d'un autre champ, mais peu importe, à la limite, ça discutait parce qu'ils n'avaient jamais vu, ils se demandaient même, les chercheurs scientifiques, s'il pouvait exister une chercheuse en histoire de l'art. Pour eux, c'était pas le même type, on ne pouvait pas être chercheur en histoire de l'art, c'était quelque chose d'impossible. Donc la pluridisciplinarité a aussi favorisé les échanges de paroles à différents niveaux. On a aussi le temps qui nous sert pour tout ça, le fait qu'on a choisi les doctorants. Quand on a... finalement, ce n'était pas les vieux chercheurs qui venaient, mais les doctorants. Les doctorants, c'est une durée de 3 ans normalement. Donc on a de la chance, il y en a quelques-uns qui font leur thèse en 4-5 ans. Et puis on a de la chance, il y en a qui continuent l'expérimentarium après leur thèse. Mais bon, au bout de 3 ans, normalement, ils s'en vont. Donc c'est un système sans fin. On est toujours obligé de remettre ça sur le terrain, sinon ça ne marche pas trop. La fiche qui est distribuée, c'était l'idée que après les gamins allaient partir avec cette fiche. Il y en a même qui demandent à signer, des fois que le doctorant devienne prix Nobel, non, j'en sais rien. Mais le gamin, il part avec la fiche et il rentre à la maison avec la fiche. Donc il a encore un outil de son expérience de visite qu'il peut continuer à discuter éventuellement avec ses parents. Donc on a comme ça tous ces développements, quoi. Et puis finalement, sur le point peut-être le plus important, c'est que on nous avait souvent dit faut faire de la vulgarisation, les collègues avec qui on pouvait éventuellement s'opposer, pour avoir plus d'étudiants à l'Université de Bourgogne. Et nous, on répondait c'est pas notre problème. La question n'est pas de faire venir plus d'étudiants à l'Université de Bourgogne. Si ça fait venir des étudiants à l'Université de Bourgogne, tant mieux. Bah, évidemment, on ne va pas s'en plaindre. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est cette parole qu'on va faire naître entre les différentes instances, entre les différents publics, entre les différents gens. Différents gens qui vont venir, qui viennent entre nous d'ailleurs aussi. Et c'est plutôt ça qui est important, plus que simplement avoir plus d'étudiants qui viennent à l'Université de Bourgogne. Si évidemment ça se produit, on est plutôt content. Donc, et comme tu es philosophe un peu de formation, je te rappellerai cette belle phrase de Barbara Cassin, le discours, c'est mieux que la pile Vondaire, ça ne s'use pas si l'on s'en sert, au contraire, ça augmente. Et je cherche toujours à transformer ça pour la vulgarisation des sciences, j'ai toujours un peu de mal. Mais enfin bon, c'est la même idée, c'est-à-dire que le discours, plus on s'en sert, et mieux c'est, puisque ça augmente. Et là, on est dans cet espace-là, quoi. Voilà. Donc c'est pas une question, mais c'est le rapprochement entre les deux qui est assez fort, quoi, là. Merci donc d'avoir pensé à faire ces deux thèmes, quoi. Merci. Donc ici, devant, je crois qu'il y avait une question. Oui, donc ma question est peut-être un petit peu complexe à aborder parce que c'est une question que je me pose et du coup j'aimerais avoir l'avis à la fois du public et des intervenants. Mais Monsieur Baudouin, vous avez donc évoqué... pardon, Monsieur Jourdan, pardon. Vous pouvez m'appeler par mon prénom. Voilà. Donc je vous appelle par votre nom, Monsieur Jourdan. Donc on a... pour ce que j'ai entendu cet après-midi, essentiellement une relation assez duale d'apprentissage avec donc les chercheurs d'un côté et la jeunesse. Vous évoquiez tout à l'heure la question de l'adulte et d'une certaine manière vous parliez et vous expliquiez l'ambiguïté de votre propos en expliquant qu'au fond l'ambiguïté c'était à la fois la question de la vulgarisation et la question de faire culture. Et de mon point de vue, il manque un acteur important dans ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est la question de la société. Notre problème aujourd'hui, essentiellement, je trouve, c'est de faire société. Donc vous allez comprendre après où j'en viens. Il paraît que je suis gauchère, alors je fais souvent un raisonnement à l'envers. La question de la société, en fait, c'est d'une certaine manière... là, si on est dans une forme d'apprentissage, c'est comment on peut aborder la question de la réflexion. Et la question que je me pose par rapport à la formation des chercheurs ou à ces formes d'entraînement, c'est que vous évoquiez la question de la parole, et j'ai entendu il y a quelque temps de cela un philosophe, Balthazar pour ne pas le nommer, qui évoquait la question de remettre au goût du jour la question de la rhétorique. Parce que la parole, il y a un art de la parole qui passe par la rhétorique. La rhétorique aujourd'hui est essentiellement enseignée dans les facultés de sciences sociales et de droit. Il y avait une tradition universitaire qui s'est perdue avec le temps, qui s'appelait la disputation. Et moi, je rêve d'une certaine manière, et c'est une question que je me pose, c'est que si on veut faire entrer l'acteur sociétal, est-ce qu'il ne faut pas, d'une certaine manière, réinventer des formes de disputation pour apprendre
à gagner des arguments sur la façon dont le chercheur peut aussi réfléchir sur la place de sa recherche dans une société qu'on pourrait appeler une société en mutation. Parce que c'est difficile de se positionner uniquement sur une vision positiviste du monde. Je crois qu'on sait tous aujourd'hui qu'on se pose des questions sur notre société et sur notre vivre ensemble. Donc ma question, comme vous évoquiez la parole, c'est ne faut-il pas réintroduire des cours de rhétorique, que ce soit pour des étudiants ou pour des enseignants ? Ce n'est pas une question facile, je vais vous dire pourquoi. Vous évoquez la rhétorique, très bien. La grande époque de la rhétorique, c'est le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce ancienne, comme résultat d'une diffusion de plus en plus importante de l'écriture. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que l'art de convaincre par la parole, qui est la définition même de la rhétorique, l'art de persuader, cet art-là, c'est tout de suite, très, très rapidement, on pourrait dire même qu'il est né de l'écriture. C'est-à-dire d'une écriture un peu particulière, l'écriture grecque, qui, contrairement à d'autres écritures, est une écriture qui a été immédiatement diffusée très largement dans la Grèce du IVe siècle. Le comble de l'ignorance, c'était de ne savoir ni lire ni nager. C'est-à-dire que tout le monde savait lire dans Athènes au IVe siècle. Les esclaves savaient lire puisqu'ils lisaient à leur maître. Donc c'était une société incroyablement bien alphabétisée. Et la rhétorique, c'est quand même, il faut se méfier un tout petit peu, c'est quand même, c'est devenu assez vite quelque chose dont les sophistes se sont emparés, parce que la rhétorique, dans l'art de persuader, tous les moyens sont bons. Et le premier moyen, c'est l'écriture. C'est-à-dire, vous composez votre discours à l'avance. Alors, donc, il y a une petite ambiguïté dans cette référence à la rhétorique. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas qu'il faudrait que les cours de rhétorique seraient nuisibles ou quoi. Non. Au contraire, je serais tout à fait partant pour que la rhétorique soit mieux connue, ne fût-ce que pour mieux savoir critiquer les figures de discours qu'on nous sert à la publicité, etc., et qu'on puisse faire une analyse un peu plus serrée de ce qu'on nous sert souvent par le biais de la rhétorique. Mais l'idée, par exemple, d'utiliser la rhétorique pour donner aux scientifiques des trucs qui leur permettraient, au fond, quoi ? Parce que c'est ça le piège de la vulgarisation. Ça leur permettrait, au fond, d'obtenir peut-être plus facilement quels effets ? Pour le scientifique, essentiellement, des effets didactiques. Parce qu'on ne voit pas, quand la science circule par la parole, ça ne se voit plus, ça se perd. Enfin, on croit que ça se perd. En fait, ça ne se perd pas, ça circule. Mais avec la rhétorique et l'art de convaincre, il est très difficile de mettre entre parenthèses la dimension didactique du message. Parce que la rhétorique, c'est l'art de faire fonctionner les mots en vue de certains objectifs précis. C'est-à-dire que quand Phèdre veut convaincre son amoureux qu'il l'aime, dans Platon, le sophiste lui prépare un beau discours, etc., avec ce but-là. Donc, il y a cette petite ambiguïté. Je dirais, oui, bravo, réintroduisons la rhétorique, mais plus, à mon avis, comme un instrument de critique des discours qu'on entend, qu'un instrument de manipulation. Et souvent, ça peut devenir un instrument de manipulation. Je vais juste illustrer par un ressenti qu'on avait eu au tout début de l'expérimentarium de chercheuses qui faisaient l'extraction de l'ADN, qui étaient de l'INRA, et qui essayaient de persuader sur plusieurs arguments positifs liés aux OGM. Et
il y avait une sorte de malaise, en fait. Voilà. Et je pense que là, on est plus dans effectivement une sorte d'essayer finalement de s'améliorer pour les chercheurs, pour mieux se livrer et pour mieux se livrer à la critique. Voilà, parce qu'on sait que c'est protégé, etc. Les gens viennent parce que c'est sympathique, etc. Donc la critique sera aussi positive et constructive. Mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, même de mémoire, je ne me souviens plus, de chercheurs vouloir persuader. Et tant mieux, en fait. Parce que même des enseignants qui venaient écouter me disaient, ils sont un peu dans la fonction inverse de ce que devrait montrer un chercheur, qui est dans le doute, etc. Et c'est vrai qu'elles avaient, mais parce qu'elles avaient aussi de l'enthousiasme et qu'elles entendaient plein de choses, et donc elles voulaient rétablir la vérité. Voilà. Donc, en général, quand c'est sur des petits points, ok. Et donc, ça crée quand même un malaise. Mais je pense que moi, ce que j'ai entendu, et ça, c'était, je voulais réagir aux images que tu nous as montrées, parce que réapprendre à parler pour dialoguer, pour rentrer en relation, oui, et pas réapprendre à parler pour manipuler et persuader. Mais je pense que Catherine, elle voulait pas dire ça. Et ce que je voulais pointer, le fait que bon, vous avez bien choisi les photos, certes, mais elles existent, elles se sont passées, et non, mais c'est vraiment, pour moi, ce que j'ai vu, c'était, il y avait du lien dans le regard. Quand tu les as choisis sûrement, mais je les ai vus ce matin, quoi, aussi ça. Le passage de parole, le regard, le lien qui se crée. Et donc, bien dialoguer, bien être en relation, bien partager avec toi, être au même niveau que toi et te parler d'égal à égal, même si ma connaissance, elle est plus large quand je suis chercheur que quand je suis un enfant de 10 ans. Mais pas toujours, mais ce regard, ce lien, ce dialogue où il se passe quelque chose, vraiment, moi, c'est ça qui ne se met difficilement en mots et qu'on ne peut pas convaincre, mais c'est quelque chose dont on peut être témoin. Cyrina Alain, que vous avez, c'est juste pour illustrer ce que tu as dit. Cyrina Alain, qui travaille sur les odeurs, les relations entre les nourrissons et leur maman, là, que vous avez vu, que certains ont vu. En fait, je me demandais comment elle faisait pour... parce que des fois, on se demande pour avoir l'attention même de grands et de petits, pour arriver à les emmener. Et en fait, en préparant une présentation à la demande d'Emmanuela à l'IUFM, je me suis dit, les élèves de l'IUFM auxquels j'allais présenter l'expérimentarium n'allaient pas y participer. Et j'ai choisi l'atelier de Cyrina, j'ai choisi de le raconter. J'ai pris plusieurs photos et là, j'ai vu tous les regards. Et je me suis dit, elle joue ou non, c'est vraiment, elle partage son goût de la connaissance de voir par des regards. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Et j'ai beaucoup de photos comme ça. Effectivement, l'attitude, les regards sont importants. C'est aussi des choses pour lesquelles on s'est battu au début quand des gens voulaient qu'on fasse l'expérimentarium en visioconférence. Voilà. Et qu'on était obligé de vraiment, mais c'était pas évident. Là. Merci. Une question dernière, il y a là-bas après. Voilà. Oui, non, c'était juste pour dire qu'effectivement, j'avais bien conscience que la rhétorique avait été un peu dévoyée et que ce n'était pas tout à fait mon propos, mais c'était pour dire que l'art de la parole est quand même quelque chose qui peut aussi s'apprendre. Ça peut aussi s'apprendre en faisant du théâtre ou en pratiquant des arts. Et comme vous évoquiez, par exemple, la bataille de Galilée, je pense à cette incroyable machinerie intellectuelle qu'il a inventée à travers les dialogues sur les deux grands systèmes du monde, où avec ces trois personnages, il fait réfléchir au fond sur un système où les gens sont persuadés d'avoir raison, voilà. Et cette machinerie-là, je me dis, il y a vraisemblablement une certaine connaissance de la parole qui permet peut-être aussi d'ouvrir des paroles plus largement simplement que dans la diffusion pure et simple d'un savoir à tout le monde. Et on s'adressait au public adulte, j'avais bien précisé. Voilà. Merci. Oui, moi je me posais une question par rapport à l'approche, la méthode de cet expérimentarium. Pendant qu'on mangeait à midi, j'ai été assez choqué en fait par les portraits qui sont affichés, qu'on retrouve donc sur l'affiche, mais choqué positivement. C'est plutôt bien, surtout pour ceux qui ont posé. Là, je me suis dit, finalement, est-ce que c'est bien la recherche
ou est-ce que c'est bien la science et la technique qu'on vulgarise par cette approche, mais est-ce que c'est pas plutôt le chercheur, le scientifique? Donc en fait, je pense que vous êtes plutôt dans la vulgarisation du scientifique, vous rendez le scientifique vulgaire, ce qui est très bien, et c'est justement, à mon avis, toute la réussite de cette affiche sur laquelle j'accroche complètement, qui est finalement, voilà, on voit une bande de chercheurs dont on ne saurait pas qu'ils sont chercheurs s'ils n'avaient pas leurs instruments notamment. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça l'objectif final, ou est-ce que c'est le métier que vous voulez atteindre à travers la personne, ou est-ce que c'est vraiment l'individu finalement, puisqu'on parle beaucoup de la mise en confrontation des individus entre le chercheur et son public. Voilà, est-ce que l'objectif c'est d'atteindre juste ce côté humain et de replacer le chercheur dans un contexte moins cadré, ou est-ce que c'est vraiment l'objectif final, c'est d'atteindre la recherche, la science, et de la vulgariser, elle? Alors, comme je l'ai dit au tout début, c'est un peu une beauté en touche, mais l'objectif, c'est de créer la rencontre entre des gens et de faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. Et après, il y a plein d'enjeux. Et c'est vrai que moi, je vois comme on essaye de faire ça, et après, il y a plusieurs enjeux. Et je me dis que si on ne va que sur un enjeu, par exemple l'enjeu d'essayer de faire en sorte qu'ils adhèrent ou qu'ils aient envie de faire plus de science, on perd des choses. Donc il y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous, quand même, on va vers les personnes. Et moi, je vous avoue que quand j'ai vu les découpages, quand on a fait ça... Et quand je l'ai vu affiché, je me suis dit, là, on est peut-être allé un peu loin. Parce que j'ai eu un peu peur pour les chercheurs qui sont d'ici. Je me suis dit, oh là, ils vont dire, non, là, ça va trop loin, vous en faites trop, etc. Et puis non, finalement, ça fonctionne. Alors, on va vers les gens, on va vers parler des gens, parce que c'est pas forcément naturel, en fait. C'est plutôt parce que le fait que quand on dit qu'on fait de la vulgarisation, en général, pour les chercheurs, c'est tout de suite expliquer le contenu. Donc nous, on force un peu à dire on va vers les gens. On leur dit, quand on fait la journée d'entraînement, on leur dit, bon, il n'y a qu'un truc obligatoire, c'est que tu commences par te présenter. Tu dis qui tu es, etc., etc. Une fois sur deux, ils oublient. Ils disent, bon, alors moi, je vais vous parler de la première fois. Et des fois même, ils ne le font plus depuis longtemps. Donc c'est pour ça que nous, on force un peu, on pousse un peu. Il y avait un livre de José Arthur qui disait « Parlons de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Donc moi, je leur dis parlez de vous, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est quand vous dites « je », et nous, on est content avec Candice, quand on voit qu'un chercheur, il parle d'un truc, puis il dit « alors moi, ce que je fais là-dedans », donc on veut que les chercheurs disent « je ». Voilà. Après, on n'est pas au point d'aller à... et d'ailleurs, les gens qui nous l'ont vu ce matin, d'aller à faire... totalement le parcours, etc. Quand il y a des éléments du parcours qui sont intéressants, Cyrina, je lui ai dit, toujours pour parler, de parler un peu de son parcours, qu'elle avait fait d'autres études avant. Ça, c'est aussi intéressant. C'est la personne dans le cadre de son travail, quoi. Mais on est obligé de forcer un peu l'histoire de la personne, et on voulait vraiment, pour cette affiche, il y a toute une histoire. Hein. Avec Candice, on a au niveau du sens et tout, le fond noir, ça ne devait pas être ça. Enfin, on a vraiment beaucoup réfléchi, etc. Et puis pas tout maîtrisé. Mais l'idée était quand même d'avoir les chercheurs, de les voir, qu'on les voit, que ça surprenne. Et voilà. Merci. Question là-bas, oui. Ouais. Avant, peut-être tout à l'heure, vous aviez... Et après Daniel. Juste derrière et après Daniel. Ouais. Juste une question concernant... est-ce que vous avez une visibilité des compétences nécessaires pour les doctorants pour qu'ils puissent intervenir dans le cadre de l'expérimentarium? Alors, ce qu'a dit Baudouin-Jourdan tout à l'heure m'a fait réfléchir à cette phrase c'est dans le cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière, où il parle des contes. Tous les contes, c'est une parole qui circule, on ne sait pas. Il dit pareil à des vers qui, quand ils passent dans la terre, l'ensemence, les contes, etc. Et il demande à un psychanalyste qu'est-ce qu'un homme normal.
dans le sens quelqu'un qui va bien, un homme normal. Et le psychanalyste dit, un homme normal, c'est quelqu'un qui peut se raconter, qui a une histoire, qui peut la raconter. Et ben nous, en fait, l'idée avec les chercheurs, quand ils débutent, c'est qu'on les entraîne à se raconter. Si ils n'arrivent vraiment pas à se raconter, c'est pas normal. Donc les compétences, c'est que voilà, il y a des gens qui au début n'arrivaient pas vraiment. Alors, j'arrive pas à vous le raconter là, mais il n'y a pas besoin d'avoir. Alors c'est vrai que des fois on voit des gens qui arrivent super bien dès qu'ils ont les gamins. Des fois c'est des surprises, ils découvrent, puis des fois on apprend qu'ils avaient le BAFA ou qu'ils étaient animateurs. Donc ils ont aussi, des fois il y a des gens qui ont plus de disponibilité face au questionnement des gamins naturellement, ou qui ont eu cet entraînement. Et puis il y a des gens qui l'apprennent. Je reparle d'Olivier Sapin, qui était mathématicien. Au début, il voulait vraiment y aller, mais on a mis 2 mois et demi. Et puis moi, je voulais qu'il y ait des maths. Je voulais qu'ils viennent. Donc voilà, il faut. Oui, non, la chose principale, c'est quand même avoir envie d'en parler et puis quand même apprécier ce qu'on fait, parce qu'on a vu des gens qui ont abandonné parce que finalement, ils n'étaient pas à l'aise dans leur thèse. Donc ils ont abandonné leur thèse aussi. Voilà. Quelqu'un, c'est vraiment c'est ça la vraie réponse. C'est juste parce que je voulais caser le coup de Jean-Claude Carrière, mais la vraie réponse, c'est que il faut que les gens aient envie de parler de leur activité. Ils pensent qu'ils ont des difficultés, mais qu'ils aient envie d'en parler. Je voulais juste rajouter un mot. Moi, j'avais il y a très longtemps. Mais à Strasbourg notamment, j'avais l'idée à un moment donné de faire en sorte d'avoir, après chaque soutenance, de faire des émissions de radio où l'étudiant raconterait l'histoire de sa thèse, c'est-à-dire l'histoire telle qu'il l'a vécue, c'est-à-dire avec les obstacles, les emmerdements, le retard, la bibliographie qui ne suit pas, etc. Enfin, tous ces tourments qui font l'histoire d'une thèse. Ça n'a jamais été accepté, et l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été accepté, c'est que, notamment, les personnalités académiques, les universitaires m'ont dit « mais jamais de la vie !» Enfin, ça serait de la folie, ça serait comme une seconde soutenance, c'est impossible. Alors que moi, personnellement, je trouve que ça serait génial. Enfin, si moi, je pouvais vous raconter l'histoire de ma thèse, vous n'en reviendriez pas. C'est ça la lecture de Monsieur Tout l'univers. Bon, c'est ce qu'on... Bon, Eric a posé des questions à des thésards. En fait, on a fait une émission radio dernièrement parce qu'on invite les jeunes chercheurs après à la radio. C'est vrai qu'on aime bien, on avait fait avec Raphaël Bourriot, on avait bien aimé, on l'a pris 2 semaines après sa thèse. Et donc Candice même avait fait une chronique sur la soutenance, donc il parle de la soutenance. Et puis en avril, dans l'émission du Microscope et la blouse d'avril, on a 2 chercheuses avant. Et donc Eric leur demande est-ce qu'on a une vie normale avant, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est passé pas par au début, on a commencé, quand je l'ai commencé avec Alexis Labruyère aussi, c'était en dehors de l'université, avec Radio Campus, parce que voilà, pour se dégager de toute. Et depuis, on l'a intégré parce qu'on voulait pouvoir dire ce qu'on voulait. Voilà. Et donc c'est passé. Et après, ça a été réintégré. Donc là, maintenant, c'est dans nos fiches de poste. Merci, Daniel. Ouais, c'est juste par rapport à l'image, la photo et l'affiche. Là. On voit bien. Alors, bon, elle est. On peut rencontrer des gens qui ne l'aiment pas, j'en sais rien, mais elle est absolument magnifique. Elle a tout un travail considérable derrière, mais elle prend encore plus de force quand on regarde les affiches précédentes. Si vous avez l'occasion de regarder la première, qui doit être quelque part, Lionel, dès le début, me disait « Bon, elle est nulle, mais on est obligé de la prendre. » Je ne sais plus quoi, on n'avait pas d'argent, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est vrai, on avait bien conscience qu'elle n'était pas très bien, mais en même temps, elle correspondait à notre état de développement de l'expérimentarium. La deuxième,
avec un petit peu de vision cinématographique. C'était plus en relation avec ce qui se passait, puisqu'il y avait le récit, on racontait sa vie, quoi. Et la troisième, on est dans une autre étape. J'ai l'impression que la troisième lance ce que l'équipe a voulu, le nouvel expérimentarium. Elle est dans une troisième étape de ce que est en train de devenir l'expérimentarium. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans derrière tout ça. Je ne sais pas si c'est reconductible ailleurs, je ne sais pas comment ça peut se faire ailleurs. On travaille, vous faites plein de formations à gauche, à droite. Mais là, il y a une évolution. Et quand on met les 3 affiches les unes à côté des autres, allons voir les chercheurs, c'était la première avec à l'entrée du centre du goût, du vert, du rouge, des choses un peu flashy. La deuxième avec un fond un peu cinéma. Hein. Et cette troisième, où on est encore dans un autre monde, on aurait une sorte d'évolution de l'expérimentarium qui inaugure ce que dimanche va être l'expérimentarium. Qui les amène là, en fait, il y en a 8 différentes. Oui, il y en a plusieurs, mais j'ai pris les 3. Mais voilà, c'est moche. Voilà, ça c'était notre première. Oui, c'est un gamin d'ailleurs, il n'avait pas l'âge, la deuxième. Celle-là, oui, j'ai oublié celle-là. Dans les 3, je ne pensais pas celle-là, je pensais celle où il y avait le film. Celle-là a duré longtemps. Elle a duré D'ailleurs, Gilles Bertrand m'avait dit, ça fait un peu Loft. Et je lui avais dit, on va faire plus longtemps que le Loft. Bon, il y a eu d'autres. Et l'autre avec les bandes de cinéma, là, je sais pas si on l'a. Je vois pas on l'a pas. Et elle est encore sur le petit catalogue qu'on donne aux enfants, le petit catalogue de nos enfants à remplir. Ça reprend une partie de la première photo. Au début quand le petit guide pour les enfants qu'ils ont à remplir, le verso, la première page de couverture reprend un petit peu de cette affiche. D'accord. Hein, avec il y a les autres avec Mohamed. Oui, ben voilà, regarde, si vous pouvez la montrer. Hein. Tout le monde l'a, mais bon, ça reprend un petit peu de l'affiche. Un style un peu cinéma, quoi. Et là, c'est un peu théâtre. Donc, le spectacle, ça sert, quoi. Mais c'est une évolution, et c'est bien le nouvel expérimentarium qui commence dimanche, quoi. Un nouveau concept qui mélange tous les genres, tous les dispositifs. 10 ans de travail, quoi. Merci. Moi, j'ai juste une petite question pour revenir aux doctorants-chercheurs. Que disent-ils? Est-ce que c'est plus difficile pour eux de vulgariser face à un public plus jeune ou plus âgé? Est-ce qu'ils voient une difficulté ou pas, ou une différence? Qu'est-ce qu'il en est à ce sujet? Bon, souvent, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que bon, on ne fait pas d'atelier pour les... on ne dit pas, voilà, pour les 10-12 ans, il faut prévoir ça. Et puis pour les 12-15, ils ont tel concept, il faut prévoir ça. Ça voudrait dire qu'on est dans une démarche didactique. On ne fait pas ça. Et on fait... Quand les chercheurs me disent, mais est-ce qu'un gamin de tel âge, il sait ce mot-là, on dit, de toute manière, tu vas être, puis tu vas regarder, tu vas demander, quoi. Donc la communication. Il y a des avis différents. Des fois, il y a des discussions à la fin des expérimentariums. Il y en a qui disent qu'on a reçu des lycéens. Il y en a qui disent, oh là là, par rapport aux gamins, c'est beaucoup plus chiant. Puis d'autres qui disent, ah ben non, parce que j'ai pu aller plus loin. Et puis on a pu être vraiment, j'ai pu presque me reconnaître parce que les questions que j'avais, etc. Et puis, avec le grand public, il y a une appréhension plus grande, mais il y a aussi la situation qui est différente. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on lance un peu la nouvelle formule, c'est que la situation est assez difficile en grand public. C'est que, en fait, il y a beaucoup de monde. Et du coup, le chercheur est obligé de raconter ce qu'il fait à des fois 20, 25, 30 personnes. Et donc, ça peut tourner vers la mini-conférence, bien ficelée, où on a le droit d'intervenir parce qu'on ressent, parce qu'on fait tout pour ça. Mais c'est quand même plus difficile et du coup, il faut changer des choses. Mais des fois, il y a des satisfactions qu'apporte le grand public que les gamins, parce qu'ils n'ont pas l'âge, par rapport aux enjeux de société ou des choses comme ça, ne donnent pas. Donc, c'est quand même plus dur de se préparer pour le grand public, du fait de notre situation aussi, du fait d'un peu l'appréhension. En général, les chercheurs aiment bien les CM2, 6e pour la richesse de l'échange. Mais c'est vrai qu'avec les lycéens, quand on va dans un lycée, quand même, il se joue des fois c'est des fois plus profond, quoi. Parce que des fois, les gamins, ils font ils sont super contents et tout. Puis on se rend compte que des fois, ils sont super contents aussi en regardant le panneau de sécurité du Centre des sciences du goût. Hein. Donc, des fois, il y a un aspect un peu
D'accord. Donc du coup, c'est un même message. En fait, à l'entraînement, ils ont un même message de vulgarisation à passer, quel que soit le public. Et pour eux, ce ressenti est vraiment... Alors, je voudrais... bon, déjà, des fois, on dit souvent la formation, etc. Là, on a un peu formalisé. Quand je vous ai... J'ai un peu aussi... bon, il y a des étapes et tout, mais il y a des chercheurs où peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a ces étapes d'entraînement, etc. Ça se passe plus naturellement. On n'est pas formation, entraînement avec des fiches, savoir acquis, savoir-faire, etc. Et du coup, il y a quand même une structure commune. Parce que c'est vrai que des fois, les gens nous disent, avant les journées portes ouvertes, ils nous disent qu'est-ce que je fais, ou s'ils ont fait que des primaires et qu'ils vont recevoir des lycéens. Des fois, je leur dis un peu de manière provocateur, je dis, il n'y a que le ton qui va changer, quoi. Parce que finalement, il faut que la structure, les 3-4 points par lesquels ils veulent passer, sur lesquels ils veulent discuter, c'est les mêmes, en fait. C'est les points fondamentaux de leur démarche ou de leur vécu. Et après, ça change en fonction des gamins. Hein. C'est ce que Christophe Caillot, qui est là, disait dans le film, il vient d'arriver. Ça change en fonction il y a quelques points de base. Des fois, il y a 5 points, puis on passe par 3. D'autres, c'est 3 autres. Mais la base est la même, mais ça change. L'interaction change en fonction des questions des gamins et des âges et des publics. D'accord, merci. J'ai juste une question à poser et après je passe la parole à Eric et je ne connais pas... Mohamed, voilà. qui est sur la fiche. Il y a une question qui m'interpelle. Je voulais juste savoir, est-ce que la vulgarisation a des objectifs pédagogiques? Oui, non. Qu'en est-il? C'est une question très compliquée parce que c'est un peu la question qu'on a abordée, Frédéric, tout à l'heure. Je crois que c'est très difficile et ça c'est l'expérience que j'ai des vulgarisateurs professionnels que j'ai déjà rencontrés dans ma vie, c'est très difficile pour le vulgarisateur de ne pas penser à l'efficacité de son message en termes didactiques. Donc il y a un aspect pédagogique qui est quasiment incontournable pour permettre aux vulgarisateurs de penser son activité. Et en même temps... Je voulais dire pédagogique ou didactique, du coup. Quel distinguo vous faites entre les deux? Alors, il y a quand même quelque chose qui se complète. Le didactique, c'est la volonté de transmettre le message. Et pédagogique, est-ce que ça marche ou pas? Enfin bon, c'est comme ça que je vois le distinguo, mais je m'adresse à une spécialiste et je suis prêt. Et donc, effectivement, dans la mesure où ça se complète un peu. Mais alors, donc, je crois que c'est très difficile pour eux de ne pas faire référence au pédagogique pour avoir un retour, pour être réflexif sur leur propre manière de fonctionner. Et en même temps, je crois que c'est très bénéfique pour eux quand ils oublient un peu ça. C'est-à-dire, et qu'ils essayent, au fond, je ne sais pas, moi je dirais beaucoup plus de communiquer par la parole, enfin de faire en sorte que quelque chose soit transmis, non pas pour que ce soit retenu, parce qu'il y a quelque chose ben non, mais heureusement, alors c'est compliqué aussi pour les chercheurs parce que les chercheurs, ils veulent être compris, ils veulent être bien compris. Et ils y tiennent énormément. Ils veulent être compris et ils ont tendance à vouloir maîtriser la compréhension de l'autre. Et quand ils voient chez l'autre des dérapages, des déviations, des associations d'idées qui lui paraissent complètement aberrantes, et ça arrive toujours, le chercheur s'aperçoit qu'il n'a pas la maîtrise de ce qui se passe dans la tête de celui qui reçoit son message. Et pour lui, pour le chercheur, ça peut être quelque chose d'un peu frustrant,
parce que la réaction, par exemple, des scientifiques aux erreurs qui sont commises dans Sciences et Vie, par exemple, elle est toujours incroyablement, souvent violente, agressive. Ben celui-là, je ne veux plus en entendre parler. Hein. Il pourra toujours courir pour retrouver une interview, etc. Ça les énerve beaucoup. Parce qu'ils ont aussi, ça fait partie de leur formation, mais pas seulement de leur formation, à mon avis, ça fait partie de leur être au monde que d'être compris par un collectif, faire partie d'un collectif de gens qui comprennent absolument comme eux comprennent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très essentiel et d'affectivement très important pour le chercheur. C'est pour ça que je disais que l'opération qui consiste à leur demander de dire je, au fond, leur demander de prendre des risques, parce que c'est ça. Et c'est très difficile pour un chercheur normal de tenir un discours en l'abandonnant, en disant qu'il vive sa vie. Et qu'il vive la vie qui lui sera donnée par les gens qui en parleront. C'est difficile, mais à mon avis, c'est incroyablement salutaire. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs qui se font, etc., magnifique, on apprend de ces erreurs. Tout le monde nous dit ça. Hein, la pédagogie de l'erreur, ça existe. C'est quand on se trompe que... Quand on vous fait remarquer que vous vous trompez, qu'effectivement on commence à apprendre, on rectifie, etc. Et dans la vie, c'est sans arrêt comme ça. Donc, ça fait partie des ambiguïtés de la vulgarisation. Et à mon avis, ça fait partie aussi de ce qu'il y a d'absolument passionnant hein, dans ce domaine. La vulgarisation comme objet de recherche, c'est un objet... j'ai passé pas mal d'années à le questionner, à le triturer dans tous les sens, littérature, image, tout ça. Et on n'est jamais déçu parce qu'il y a une espèce de richesse dans cet objet même qui peut faire la passion d'un chercheur. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment très amusant de travailler sur la vulgarisation. Merci beaucoup. Eric, oui, question d'abord là-bas. Oui, donc moi je voulais un peu soulever le problème de la vulgarisation scientifique d'une manière générale en fait, en rebondissant un peu sur Lionel, ce dont tu parlais au sujet des doctorants qu'on avait du mal à inscrire. Et ensuite, Daniel, toi tu disais que tu étais pour parce que ça pouvait soulever... donner des questions, donner lieu à des questions, etc. Et en fait, moi, je voulais savoir un peu ton avis à ce sujet. C'est que moi, personnellement, quand j'entends que pour un doctorant, par exemple, c'est difficile, puisque j'étais dans cette situation, de faire valoir la vulgarisation scientifique, en fait, l'expérimentarium comme un module qu'on peut éventuellement utiliser pour valider une thèse ou bien les enseignements, est-ce que ce ne serait pas finalement plus négatif que positif dans la mesure où, quelque part, ça voudrait dire finalement que l'université ne reconnaît pas la vulgarisation comme un module au même sens, au même titre qu'un cours général, en fait. Parce que finalement, on dit chaque année, il faut reprendre le problème de la thèse, il faut revenir en fait avec un thésard et lui dire on va t'inscrire à l'université. Mais finalement, pour moi, ça veut dire que l'université, quelque part, prend la vulgarisation comme une année, ok, l'autre année, il faut négocier, etc. Mais finalement, la vulgarisation, ça peut être aussi un outil et un module, un savoir-faire pour un étudiant en thèse qui peut ensuite le faire valoir comme une compétence, parce que finalement c'est super important. Je le dis en tant que chercheur parce que maintenant je suis passé de l'autre côté et du coup j'ai vécu en fait l'avant avec la difficulté, et maintenant à l'IRD en fait, l'institut pour lequel je travaille, on a un département culture scientifique, et du coup ces ateliers de vulgarisation scientifique, on nous encourage à le faire. Du coup moi je suis ici à partir du Pérou, j'ai envoyé un mail hier à mon département, ils m'ont dit oui, parfait, c'est sympa de nous avoir tenus au courant, et envoyez-nous un peu les brochures, etc. Parce que finalement, pour eux, c'est effectivement un outil
de transmission et de diffusion de l'information scientifique. Et même moi, maintenant, je vois quand je rédige des projets d'ANR ou autres, il y a forcément un paragraphe qui est diffusion de l'information scientifique. Et c'est quelque chose, finalement, c'est reconnu, mais quelque part, c'est reconnu sans l'être. Et je trouve que c'est un problème, en fait. Du coup, je voulais savoir ton avis un peu, Lionel, là-dessus. Tu as tout dit, quoi. C'est reconnu sans l'être, c'est-à-dire qu'à certains moments, eh ben, dans les programmes, on le met. Dans les programmes européens, c'est les Work Package 12, valorisation. Alors, c'est souvent dit valorisation aussi. Tout à fait. Donc, c'est souvent reconnu pour cet aspect-là aussi, valorisation, faire connaître, valoriser. Ça peut être reconnu et facilitateur. Là, je veux dire un truc qui dans des carrières aussi. On a vu des gens. Alors, si on lit le rapport de Daniel Kuhnt sur la place des chercheurs dans la vulgarisation, alors ça date de 92, il dit que ça peut poser des difficultés. Je ne sais plus si c'est Pablo Jensen ou lui, on lui demandera peut-être demain, qui dit que, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que tout le monde dit oui, c'est bien, il faut le valoriser. Il y a même une cellule du CNRS qui regardait combien il y a de postes qui ont été... combien de gens sont passés de chargé de recherche à directeur de recherche, 6 personnes, je crois, en 10 ans, typiquement grâce à des choses de vulgarisation. Ça, c'est pas dans le Daniel Kuhn, ça? Ah bon, j'essaierai de retrouver pour demain. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui témoigne en disant oui, on dit que c'est bien, etc. Mais au moment de choisir, il n'y a que la recherche qui compte. Donc c'est un peu ça, c'est connu, c'est reconnu sans être reconnu. Mais je vois quand même autour de l'expérience, alors dans pas mal de cas des doctorants qui ont fait l'expérimentarium, ils mettent tous la participation à l'expérimentarium dans leur CV, quand ils vont passer des entretiens, etc. Donc c'est reconnu par l'Université de Bourgogne. Maintenant, au niveau des services, Anne le sait très bien, on s'est battu des heures et des heures là-dessus, par exemple, sur les contrats doctoraux qui remplacent les moniteurs à l'Université de Bourgogne, alors que l'État et le décret dit que ces contrats doctoraux peuvent être destinés à de l'enseignement, à de la valorisation ou à de la diffusion de la culture scientifique, l'Université de Bourgogne, pour le moment, ne choisit que l'enseignement. Alors, il y a des raisons, etc. Mais on a encore du travail à faire. Et ça, c'est des choses, c'est vrai, qui nous bloquent. Donc, il y a différents... Au niveau de la reconnaissance, mais après, des fois, au niveau des services... ça passe pas encore et c'est ce lien-là qu'il faut faire. Et ça, c'est la réalité du quotidien. Là. Alors, merci. Juste une réaction, deuxième Anne réaction. le sait très bien, on s'est fait plein de mails de stratégie. Des mails, des avec discussions, Eric. de la stratégie, c'est au cœur du sujet, au cœur du débat aujourd'hui dans les universités, dans les presses, dans le grand emprunt, etc. etc. On pourra en débattre, on pourrait faire des journées autour de ça. Mais moi, je voudrais donner 2 précisions. Un, quand on dit valorisation à l'université, c'est un autre sens que la valorisation de la recherche en partage. C'est la valorisation par les brevets. Donc attention, parce qu'il y a de la confusion des genres. Et quand vous parlez de valorisation de la recherche ou de la science à des universitaires, ils entendent autre chose que ce que l'on dit. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis, moi, convaincue qu'on a un problème de langage, de sémantique, de mots aujourd'hui, puisqu'on va s'appuyer, quand on dit culture scientifique, quand on dit vulgarisation, quand on dit pédagogie, quand on dit didactique, et on l'a vu là même entre spécialistes, on a des points de vue différents, on a une histoire différente, et on s'appuie sur le passé. Et là, on est en train de construire l'avenir, on sent qu'il y a des choses qui changent, Catherine le disait, une société en mutation, on est en pleine réflexion, l'évolution des formations, des métiers des doctorants, etc. Et là, je crois que nous, professionnels, on doit se rencontrer, on doit se mettre d'accord, on doit trouver les bons mots pour les bons interlocuteurs. Parce que parlons à un politique, parlons à un universitaire, parlons à du grand public, parlons à tous nos interlocuteurs, il faut qu'on puisse aujourd'hui utiliser les mêmes mots pour dire les mêmes choses, parce que là, c'est nous-mêmes professionnels qui ne nous mettons pas d'accord sur notre langage, qui desservons notre communauté et la construction de l'avenir. Merci. 2 dernières réactions et après nous arrêterons. Voilà, il reste 5 minutes. Daniel.
Je crois qu'il y en avait une, voilà, Daniel, et après, tout au fond. J'ai du mal à voir si quelqu'un avait levé la main derrière. Alors, Non, le problème que signale Lionel est complètement exact, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème avec le changement. Je prends la casquette de vice-président de l'Université de Bourgogne pour défendre un petit peu la politique de l'université. Donc là, ça nous a posé un problème qui n'est toujours pas résolu. Donc c'est un sacré problème. Ça va être du temps, comme d'habitude. Nous, on a envie que ça aille vite, mais bon, ça va prendre du temps. Mais sur un autre aspect, on a fait quand même une avancée. Pendant plusieurs années, on a travaillé avec toutes les missions culture scientifique du Grand Est. On s'est réunis et on est arrivé à quelque chose. Je ne sais pas si c'est validé dans les autres universités du Grand Est, mais ici, par exemple, à l'Université de Bourgogne, des collègues peuvent se prévaloir d'un certain nombre d'activités. Alors, enseignants-chercheurs titulaires, qui font quelques activités de vulgarisation selon une petite analyse quand même du type d'action qu'ils font. La participation à un café des sciences n'est pas très considérée au point de vue importance, évidemment. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que ce n'est pas très important dans le travail d'enseignant-chercheur. Par contre, quelqu'un qui aura participé à une grosse opération, à la conception d'une exposition au nom de l'université, évidemment, ce sera plus important. Donc ça entre progressivement dans le service des enseignants-chercheurs. Donc là, il y a le bug des contrats doctoraux, ça c'est clair que c'est un sacré bug, mais bon voilà, ce sera peut-être résolu après que tu partes à la retraite et peut-être avant que je ne parte à la retraite. Mais bon, c'est un problème, voilà. Au fond, je crois. Oui, alors j'hésite à conclure là-dessus et je ne veux pas déflorer ce que je vais raconter demain, mais je voulais juste vous mentionner, il y a une étude intéressante qui va un peu dans le sens de ce que vous racontez tout à l'heure, une étude de Fabienne von Cretas de l'Université de Lausanne, qui elle a essayé d'étudier carrément les dossiers de promotion dans la carrière des universitaires pour essayer de voir si la vulgarisation, enfin c'était pas son but initial, mais il se trouve qu'elle avait un passage sur quel impact ou comment est considérée la vulgarisation pour les avancements de carrière. Et ce qu'elle constate, et ça va tous vous réchauffer le cœur, c'est que c'est considéré de manière positive quand c'est un homme et de manière totalement négative quand c'est une femme. C'est-à-dire qu'à opération égale, l'homme, évidemment, promeut l'image de l'université à l'extérieur dans la société, donc c'est un point positif. Alors que quand la femme fait la même opération, il est écrit noir sur blanc que malheureusement elle perd son temps à faire des choses inutiles. Et donc, elle explique par cette étude la différence d'investissement des femmes et des hommes en disant que les femmes ont compris, en tout cas, ont intégré d'une certaine manière cette espèce d'analyse, enfin pour l'avancement en tout cas, sur les dossiers de l'Université de Lausanne, c'est clair. Voilà. Merci. Donc, je pense qu'on va arrêter là le débat. Pour terminer et clôturer ce débat, je voulais juste reprendre une phrase, enfin une réflexion de Baudouin Jourdan que j'ai notée qui résume un peu ce qu'on a dit maintenant. Je vulgarise la science pour comprendre ce que je fais, pour introduire un mécanisme de réflexivité. En effet, la vulgarisation, c'est le dispositif qui essaie d'inscrire cette réflexivité qui manque à la science. Mais pourquoi manque-t-elle tant à la science ? Ceci est un autre débat pour une prochaine fois. Je vous remercie. Donc 18h, le lecture-spectacle.